Bonsoir à tous. Dans le cadre des élections législatives des 11 et 18 juin prochains, je reçois sur ce plateau 7 candidats de la deuxième circonscription qui comporte les communes suivantes: Anse-Bertrand, La Désirade, Le Gosier, Le Moule, Petit Canal, Port-Louis, Saint-François et Sainte-Anne. Je rappelle que la députée sortante de cette circonscription est Madame Justine Bénin. Elle était apparentée au groupe Mouvement démocrate, donc MODEM, et démocrate apparentée, et était membre de la commission des affaires sociales. Voilà pour une présentation rapide de la députée sortante. Maintenant, 7 candidats que je vais tout de suite vous présenter. Tout d'abord à ma droite, Madame Nancy Macias, Karukera, Lévé Douvent, c'est bien ça? Oui, Lévé Douvent. Lévé Douvent, donc 2 fois Douvent, et vous êtes classé divers droite. Voilà, je suis classée divers droite. Je représente l'Union de la droite et du centre et j'ai été investie nationalement pour représenter le consortium d'idées de la droite et du centre. Merci. Et puis, à ses côtés, nous avons Christian Baptiste, la force du nous, est classé divers gauche. Tout à fait. Bougré Gérald, lui, est pour une Guadeloupe d'avance, est classé divers. Bien ça, divers gauche, divers droite, divers tout court. Non, je suis sans étiquette. Sans étiquette, alors. Sans étiquette pour M. Bougré. Cyril Aline, alors le camp des travailleurs. Vous êtes donc divers. Alors, je dis vraiment ce que la préfecture nous a donné. Hein. Donc, divers extrême gauche. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est le qualificatif. D'accord. Ensuite, nous avons Michel Girdari Ramsami. Bonjour, Yvelise. Alors la seule opposition à Macron, Rassemblement National, donc RN. Tout à fait, c'est bien ça. D'accord. Ensuite, Michel Maxot pour l'espoir et la justice sociale. Donc, où vous classez? Alors, je suis écologiste, sans me tromper. Ça n'a pas changé, je suis toujours écologiste. Je souhaite le bonsoir à tous et à toutes. Voilà, donc écologiste. Et puis, dernier invité, Paola Plantier, l'Union des droites, l'avenir de la Guadeloupe. Vous, c'est Reconquête. Tout à fait. Bonsoir Yvelise Boissé, bonsoir à tous les Guadeloupéens. Je me présente pour être la députée de la deuxième circonscription avec l'investiture du Parti Reconquête et surtout le soutien de Maxette Pierre Bacas. Merci à vous. Maintenant, tout de suite, un petit tour de plateau. Madame Macias, qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter à cette élection? Alors, ce qui m'a poussée à me présenter à cette élection, c'est le contexte social que vivent les Guadeloupéens. Et par rapport à cela, j'ai décidé de me lancer dans cette élection justement pour apporter des solutions. Alors, lorsque vous voyez la somme des candidats, est-ce que ça ne vous fait pas peur? Pas du tout. Qu'est-ce qui fait votre force? Ce qui fait ma force aujourd'hui, c'est de pouvoir justement relever le défi, sauver justement la population guadeloupéenne qui est actuellement en grande souffrance et apporter des solutions adaptées parce que la Guadeloupe a ses spécificités et aujourd'hui, je pense qu'il faut les reconnaître. D'accord. Et qu'est-ce qui fait votre force? Mais surtout, est-ce que vous avez le sentiment de pouvoir être un bon député? Tout à fait. J'ai ce sentiment-là, je porte en moi cette conviction aussi de pouvoir porter ce projet, de pouvoir porter un projet valable, concret à la population guadeloupéenne. Et je pense que lorsque je serai élue députée, je pense qu'il y aura du nouveau, il y aura du renouveau en Guadeloupe, mais pas seulement, aussi autour de la Caraïbe, parce que j'ai aussi un projet pour les dom-toms et par extension pour la Caraïbe, notamment pour l'économie locale. Alors, il se dit que pour être bon député, il faut avoir une expérience politique derrière soi, une longue expérience politique. Est-ce que vous partagez? Oui et non. Écoutez, moi j'ai fréquenté les réseaux politiques et aujourd'hui je suis arrivée justement à cette conclusion qu'on n'a pas eu toutes les solutions possibles, envisageables. Et par conséquent, aujourd'hui j'ai décidé de me lancer justement dans cette course aux élections pour gagner ces législatives et je pense que je serai élue députée. Qu'est-ce qui vous différencie de tous les autres candidats?
Écoutez, je ne connais pas tous les candidats, c'est vrai, mais je pense que je porte en moi une conviction, une force, une sincérité. Et je pense que les Guadeloupéens pourront me faire confiance. Merci à vous. Maintenant, je passe à Christian Baptiste la parole. Christian Baptiste, vous êtes le maire d'une commune, Sainte-Anne. Est-ce que c'est ce qui fait votre force aujourd'hui dans cette élection? Bonsoir à tous, bonsoir à tous les Guadeloupéens. Ce qui fait ma force en politique, c'est la proximité. C'est d'être avec les gens, une vision où les choses ne se décident pas d'en haut, mais d'en bas. Donc toute ma carrière politique, mon expérience politique, effectivement, fait qu'aujourd'hui, je suis tout à fait disposé. J'aurais pu déjà me présenter à cette élection législative, mais aujourd'hui, mon expérience, avec toutes les responsabilités que j'ai occupées au niveau local, c'est avec le sentiment du devoir accompli que non seulement je me lance effectivement dans cette élection, mais surtout, j'ai aussi ce sentiment que nous avons encore des choses à construire et nous pouvons encore aller plus loin. Donc, c'est cette expérience, effectivement, que je veux porter au sein de l'Assemblée nationale. Et d'autre part, je suis un homme de gauche, un humaniste, un progressiste, épris de justice sociale. Et je vais me situer à gauche de l'Assemblée nationale avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Je vais siéger au sein du Parti socialiste pour justement faire et bloquer cette politique verticale et brutale que nous avons connue pendant 5 ans d'Emmanuel Macron, pour faire une autre proposition, notamment pour les plus démunis, ceux qui sont dans la pauvreté, ceux qui ont connu une inégalité croissante. Et donc, ce sont les principales motivations de mon engagement, bien évidemment. Et aussi, nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure. J'ai une vision pour la Guadeloupe, j'ai une vision pour mon pays. Et cette vision, elle doit être basée sur notre passé, sur notre culture, sur ce que nous sommes, et surtout basée sur toutes les transitions. Nous serons au temple de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire au temple de la législation française, avec des lois qui doivent être adaptées à notre pays. Voilà. Mais au niveau de cette union, qu'est-ce qui vous réunit? Vous êtes sur un socle commun avec d'autres, notamment avec M. Mélenchon, c'est bien cela? Oui. Donc, La France insoumise. La France insoumise, et puis le Parti communiste, et puis les écologistes, le Parti socialiste. Le Parti socialiste. Mais ce socle-là, est-ce que c'est un socle solide? Qu'est-ce qui vous réunit? Des valeurs. Des valeurs. En politique, il faut avoir une droiture. Moi, je ne suis pas une girouette en politique, comme certains qui effectivement se déclarent de la gauche dans une élection en tant que député, et lorsqu'on arrive à Paris, eh bien tout de suite, ils sont effectivement avec un groupe de la droite, ou en tout cas s'affichent très clairement avec la Macronie. Donc ce sont des valeurs humanistes, progressistes, des valeurs où nous nous battons pour ceux qui sont le plus en difficulté. Vous savez que ce qui fait la force du développement de pays, c'est lorsque il y a de la justice. Il y a justement cette capacité de l'individu, rendre capable l'individu. Et pour cela, ça passe par la santé, ça passe par l'éducation, ça passe par toute une série effectivement de principes et sur lesquels justement, et notamment la santé par exemple, mais c'est une catastrophe. Le système de santé français, c'est une catastrophe. Il doit être refondé. Donc voilà un exemple concret et qui fait qu'entre autres, qu'au-delà des valeurs, que c'est la politique même de Macron qui a été brutale et verticale et qui n'a pas été dans l'intérêt des Guadeloupéens, surtout des plus démunis et des plus faibles. Merci. Gérald Bougré, alors vous dites une Guadeloupe d'avance, oui. Et vous dites aussi, je me présente sans étiquette. Alors, qu'est-ce qui vous porte au niveau de cette élection? Première des choses, la parole s'en va, les clôtures restent. Excusez-moi. Par contre, moi, j'ai mis à tout le monde le même truc. Je t'ai donné. Je fais passer. Ah voilà, voilà.
Ça résume tout, hein. Comme ça, j'aurais pas besoin de parler après. Tenez. Merci Michel. Merci, monsieur Bougré. Et puis l'avant-dernière. C'est dommage, on aurait pu faire ça avant de commencer. Mais il a dit qu'il ne parle pas après, donc c'est Mais ça, sur j'ai son pas temps de préparé, parole donc. qu'il est en train de distribuer ses documents. Monsieur Bougré utilise son temps de parole comme cela lui sied. Tout à fait. Ouais. C'est à Madame Boissy de faire respecter, tout simplement. Merci. Tout simplement. De toute façon, il est sur son temps de parole. Oui, vous nous Voilà, privez donc, du son, du son Ouais. de vos Ben si, oui. Mais il a choisi de faire comme ça. Ok, et puis le dernier. Voilà. Voilà. Merci. Donc c'était le dernier, Monsieur Bougré. Non? Oui, c'est le dernier. Ah, moi, c'était pas raflé. C'était agrafé. Merci Voilà. à vous. Merci. Merci Gérald. Bien. Nous allons lire ça attentivement. Donc Monsieur Bougré, c'est ça sera une histoire sans parole? Presque ça. Bien. C'est tout simple. Vous avez la première feuille que je vous ai donnée, c'est l'état de la Guadeloupe depuis des années. Aucun parti politique, aucun homme politique, aucun aristocrate n'a réussi à résoudre. J'ai déposé avec un consortium de Guadeloupéens de la société civile un projet de développement socio-politico-économique de la Guadeloupe basé, après avoir identifié ses ressources pendant 20 ans, après avoir fait le travail qui va être pendant 15 ans, proposé et dit et fait des propositions aux différents élus de Guadeloupe qui n'ont jamais mis en place, ce qui fait qu'aujourd'hui, la Guadeloupe est dans cet état-là. Et de plus, encore ça c'est le passé, le présent et le futur. Il y a actuellement un certain nombre d'articles de loi, un certain nombre d'arrêtés, de décrets. Si on ne s'y attaque pas, la Guadeloupe va vivre pire que ce qui s'est passé au niveau de la pandémie de santé, au niveau de l'énergie et au niveau de l'économie. Alors Monsieur Bougré, c'est vrai, vous avez distribué ces documents aux candidats sur le plateau, en espérant qu'ils vivront, mais la population, peut-être que c'est à elle que vous auriez dû donner ces documents. Ben, ça va venir. On a organisé plusieurs rendez-vous avec la population guadeloupéenne au Centre des Arts le 24 mai dernier, une deuxième fois au Centre des Arts, dans le temple qui va venir. D'accord, donc c'est chose faite. C'est chose faite pour une partie de la population. Et là, dans toutes les communes de Guadeloupe, tout le plan de développement prévu pour s'attaquer à la misère sociale, pour s'attaquer à à tous les problèmes que les Guadeloupe ont, eau, assainissement et autres, qui n'ont jamais été résolus, parce qu'au bout du compte, on n'a pas Merci. d'argent. Et nous, on a trouvé le moyen de faire en sorte qu'il y ait de l'argent. Merci Monsieur Bougré. Alors maintenant, le camp des travailleurs avec Madame Cyril Aline. Oui, je dis bonsoir à tous. Le camp À des tous. travailleurs, Oui, dans Alors, toutes les circonscriptions, voilà, vous avez un donc, message nous à sommes- porter. Oui, donc on va ouvrier, donc nous sommes présents dans toutes les circonscriptions de la Guadeloupe. Donc moi, je suis présente dans la deuxième circonscription. Donc je suis Aline Cyril et mon remplaçant, c'est Gérard Valentino. Et donc, nous sommes dans ces élections justement pour faire entendre le camp des travailleurs. Et comme l'a dit le candidat précédent, nous sommes dans une crise profonde. Et il y a le chômage qui augmente, la précarité qui augmente. On a aussi, c'est peut-être pas encore le cas pour l'instant, mais quand même, il y a une guerre qui est actuellement en place en Europe et qui peut, on ne sait pas ce que ça va donner dans l'avenir, dans le futur, mais on subit déjà les conséquences de cette guerre. Et donc, nous voulons justement dire aux travailleurs que cette société capitaliste, elle ne nous donnera pas la possibilité de pouvoir vivre mieux selon nos besoins, parce que c'est un système qui est dirigé par les béquets, par les gros capitalistes, qui s'enrichissent sur le dos de la majorité, c'est-à-dire des exploités, des déshérités, des travailleurs. Et nous disons aux travailleurs qu'il faudra renverser ce système capitaliste parce qu'il mène l'humanité à la barbarie, il mène l'humanité à la misère. Comment porter cette voix à l'Assemblée nationale?
Alors déjà, je pense que si je suis portée à l'Assemblée nationale, ça voudrait déjà dire que partout en Guadeloupe, que ce soit dans les quartiers, dans les entreprises, que les travailleurs sont organisés, les populations sont organisées qui sont prêts à se mobiliser contre ce système capitaliste. Donc ça veut dire qu'il y aura une effervescence révolutionnaire en Guadeloupe. C'est ça que ça voudra dire si je suis élue députée en Guadeloupe. Alors, est-ce qu'il y a une étincelle de cette effervescence révolutionnaire dont vous parlez? Alors, bien entendu, pour l'instant, bon, nos idées ne font pas partie des idées majoritaires de la société, mais nous pensons qu'un jour viendra où les travailleurs, la population pauvre, prendra conscience qu'il faudra changer ce système, renverser ce système capitaliste et instaurer un système où toutes les richesses qui sont produites par la société soient réparties selon les besoins de chacun. Et il faudra exproprier, il faudra prendre les terres, les usines, tout ce qui appartient justement à tous ces riches de la planète qui sèment le chaos sur cette planète. Donc, il faudra récupérer tout cela pour en faire quoi? Eh bien, à ce moment-là, pour répartir selon les besoins de chacun. Donc, on voit actuellement, il y a la misère, il y a la pauvreté, que les gens aient un logement, que les gens aient de quoi se nourrir, se loger, qui peuvent se soigner correctement, parce qu'on est dans une société, effectivement, où le système de santé est décadent. On a aussi le problème du chlordécone en Guadeloupe. On a le problème des sargasses, donc que tous ces problèmes, que tout cet argent, justement, toutes ces richesses qui sont produites par les travailleurs puissent servir à la société. Merci à vous. Michel Girdari, donc le Rassemblement national, la seule opposition à Macron. Donc, votre positionnement est clair aujourd'hui? Écoutez, on ne peut être plus clair que cela. Et pour une fois, nous avons des personnes qui s'engagent sur la scène publique en accord et en harmonie avec ce que souhaite la population. Nous avons vécu ces dernières années, les pires années de l'histoire sans doute de France. Nous sommes en guerre, nous sommes dans une situation dramatique, tout le monde souffre. Et les politiques que nous connaissons, qui sont là depuis des années, accompagnent les dirigeants, les gouvernements à massacrer, à tabasser la population. Aujourd'hui, la seule alternative qui existe en France, et en Guadeloupe singulièrement, c'est le Rassemblement national. Personnellement, je ne suis pas un adepte du Rassemblement national et encore moins du Front national depuis des années. Pourtant, aujourd'hui, la population nous indique clairement son choix. Le ras-le-bol, la population ne veut plus être dirigée par ces élites politiques ou pseudo-politiques qui n'ont rien fait pour elle pendant des années et que le gouffre dans lequel se situe la population se creuse d'année en année. Mais vous dites que vous n'êtes pas un adepte du Rassemblement national, pourtant vous y êtes. Alors, je m'explique là-dessus Oui. plus clairement pour qu'on soit clair là-dessus. La population aujourd'hui veut en finir avec tous ces barons de la politique que nous avons en Guadeloupe. Nous avons des barons de la politique. Moi, je ne suis pas là pour rigoler, pour dire les choses de manière gentille, de manière poétique. On n'est plus à l'ère de la poésie. Aujourd'hui, nous sommes dans une confrontation qui est radicale. Nous avons un gouvernement qui est radical, extrémiste. L'extrême, ce n'est pas le Rassemblement national, comme on l'a souvent entendu dire. L'extrême aujourd'hui, c'est le gouvernement et singulièrement son président Emmanuel Macron. Nous avons souffert, nous souffrons. Si nous accordons à Macron, maintenant, dans le cadre de ces législatives, un député en Guadeloupe ou deux, eh bien, ils vont accompagner encore plus Macron pour assassiner le peuple guadeloupéen. Justine Bénin, pour ne pas la citer, a signé la charte d'engagement qui fait qu'elle se dépossède déjà de son pouvoir législatif pour le confier à Macron. C'est-à-dire que tous les projets qu'Emmanuel Macron va porter, elle a déjà dit oui, déjà. Elle a l'obligation de signer toutes les lois qui seront portées par le gouvernement Nouvelle Renaissance, République en marche, Modem, que sais-je encore. La situation est grave. Nous n'avons plus le temps aujourd'hui d'en tergiversation. Il faut s'opposer et il faut pour cela, et j'appelle directement à nos électeurs guadeloupéens de la première, de la deuxième et de la troisième circonscription, à porter au pouvoir
des députés du Rassemblement national qui représentent aujourd'hui très clairement et très concrètement Michel la Girardin. seule opposition possible à Emmanuel Macron. Alors, vous dites qu'il faut être en opposition avec la politique menée par Emmanuel Macron. Vous avez parlé du Rassemblement national au premier tour de ces élections présidentielles. On a vu que la population guadeloupéenne avait quand même porté ses suffrages au niveau de la France insoumise de M. Mélenchon. Alors, pourquoi le Rassemblement national et pas la France insoumise? Très bonne question, Mme Boisset, à laquelle je vais répondre très précisément. Je crois que la France insoumise, avec M. Mélenchon, c'est vrai qu'ils sont sortis premiers en Guadeloupe et en Outre-mer à l'occasion du premier tour. La population s'est faite berner par M. Mélenchon, très clairement. La population dit dès longtemps que nous n'en voulons pas d'Emmanuel Macron. M. Mélenchon se présente comme un opposant à Macron. Or, il n'est pas qualifié au soir du premier tour de l'élection présidentielle. Sa première décision et sa première démarche, voter Emmanuel Macron. C'est un traître. Il s'est présenté sous des beaux jours pour séduire et pour plaire à une population des Outre-mer dont il a usé et profité à la fois de la misère, de la souffrance, en se présentant comme le bon chevalier servant. Mais on a tout de suite réalisé que c'était qu'une posture, ou une imposture, très clairement. Parce que M. Mélenchon et M. Macron sont potes comme cochons. Il appelle à voter pour M. Ils sont potes? Bien évidemment. Comment voulez-vous vous dire que vous êtes dans l'opposition et demander à voter pour celui-ci qui est en train de nous massacrer? Et je vais rappeler quelque chose à la population européenne. Rapidement. En 1997, on était en cohabitation entre M. Mitterrand, M. Jacques Chirac et Lionel Jospin, PS, qui était Premier ministre lors de cette cohabitation, parce que la gauche avait gagné, le PS avait gagné, remporté les élections législatives. Eh bien, M. Jospin, qui était Premier ministre, avait proposé le ministère des Outre-mer à M. Mélenchon. M. Mélenchon a refusé. M. Mélenchon n'a jamais eu aucun intérêt pour les peuples d'Outre-mer. Quand on lui a proposé en 1997 de devenir ministère des Outre-mer, il a considéré que ce ministère était trop petit et que les populations d'Outre-mer n'étaient pas suffisamment à son goût. Merci, M. Girdari. Maintenant, Michel Maxot, les écologistes. Alors, est-ce que vous êtes, dans cette union qui a été faite avec le Parti communiste, le PS, la France insoumise? Est-ce qu'on peut dire que vous partagez cette union? Oui, alors bonsoir Madame Boisset, bonsoir à toutes et à tous. Je veux dire en fait que bien évidemment, je partage cette union parce que cette union était nécessaire dès le début de la campagne, dès le début, dans la mesure où moi-même, alors que j'avais mon candidat Monsieur Jadot, j'avais le candidat Jadot d'Europe Écologie Les Verts qui était présent aux élections présidentielles, eh bien, je n'ai pas soutenu M. Jadot, c'est vrai, et j'ai fait un communiqué de presse pour soutenir directement M. Mélenchon. Pourquoi? J'ai voulu soutenir M. Mélenchon tout simplement parce que c'était le candidat, effectivement, qui représentait ce que nous attendons. C'est que la population guadeloupéenne attend, effectivement, d'un président de la République. Et lorsque j'entends tout à l'heure que M. Mélenchon a refusé en 1997 la délégation des Outre-mer, moi je vais vous poursuivre sur le sujet pour vous dire que au passage récemment de Madame Panot ici, eh bien, on lui a demandé, est-ce que si on vous proposait le ministère des Outre-mer, est-ce que vous accepteriez? Elle a répondu que non. Et elle s'est justifiée. Et M. Mélenchon, c'est la même chose. Elle se justifie en disant tout simplement que, pour elle, elle considère effectivement que le ministère des Outre-mer devait être confié à quelqu'un qui est dans les Outre-mer, ce que je trouve tout à fait normal. Maintenant, lorsque j'ai également entendu tout à l'heure que M. Mélenchon veut tromper le peuple, je dirais que non. M. Mélenchon est venu plusieurs fois, il est venu plusieurs fois par le biais de Mme Panot ici en Guadeloupe. Il est allé rendre visite effectivement aux soignants qui en avaient besoin et qui en ont encore besoin aujourd'hui. Ce n'est pas de l'imposture ou de la posture. Par ailleurs, excusez-moi, Monsieur Mélenchon, eh bien,
Il nous dit tout simplement qu'il veut nous accompagner. Et si les Guadeloupéens ont effectivement voté pour M. Mélenchon, je le dirai au premier tour, parce qu'il faut le dire très clairement, si c'était la présidence de la République qui se jouait en Guadeloupe, il aurait été élu au premier tour. Donc il faut tenir compte de cela. Il ne faut pas essayer de faire de l'invective, parce que Monsieur Mélenchon, il sait ce qu'il veut, il sait où il va, et nous, les Guadeloupéens, qui l'avons soutenu, parce que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai effectivement rédigé un communiqué de presse en ce sens, eh bien, nous savons que nous n'allons pas nous tromper. Et moi, demain, je suis élu, effectivement, député, je demanderai à siéger, effectivement, à l'Assemblée nationale, aux côtés, dans le groupe NUPES. Je pense que ce sera tout à fait normal. Je vais aussi dire une chose. Nous observons aujourd'hui que la précarité est en train d'augmenter d'un côté, et parallèlement, de l'autre côté, eh bien, ceux qui sont plus riches, eh bien, leur fortune augmente. Leur fortune a augmenté de plus de 30% durant cette période cruciale, cette période de crise sanitaire, là où les personnes rencontrent la difficulté. Et je sais, même si je ne suis pas comptable, que lorsqu'on pratique la comptabilité, il y a débit quelque part et crédit de l'autre côté. Donc, vous voyez, donc si effectivement il y a une augmentation de la richesse d'un côté, c'est parce qu'on pompe cette richesse-là, d'où on la pompe du petit peuple. Une autre chose, rapidement, je voudrais dire quand même que Monsieur Macron, effectivement, il mène une politique très autoritaire et dictatoriale, puisque la revue économiste au niveau de la Grande-Bretagne a déclaré la France comme étant une démocratie défaillante. Ce n'est pas pour rien. Donc il y a beaucoup de choses à dire, mais Mélenchon a effectivement toute sa place dans le cœur des Guadeloupéens, et je le soutiens encore. Voilà. Vous êtes plus France Insoumise qu'écologiste. Ah non, je suis écologiste, puisque je vais aussi, bien évidemment, j'ai eu l'occasion de porter le problème du chlordécone, de l'empoisonnement de nos sols et de nos populations au chlordécone au niveau des instances judiciaires. Donc je suis écologiste, mais j'ai toujours été déterminée, puisque je suis syndicaliste avant tout, parce que je démarre, ma base, c'est ça, c'est le syndicalisme. Merci. Donc je suis entièrement dévouée à la cause des plus démunis. Merci. Merci. Donc maintenant avec vous, Madame Plantier, l'Union des droites, l'avenir de la Guadeloupe. Alors, souvent, on a mis Reconquête dans l'extrême droite aussi. Alors, Effectivement. Qu'est-ce qui vous différencie donc de tout ce que vous entendez, par exemple, du RN? Qu'est-ce qui vous différencie au niveau de cette élection? Donc, alors, on a vu que ce n'est pas le grand amour entre vous, c'est vrai, mais au-delà. Nous n'avons chez Reconquête et avec l'équipe de Maxette Pierre-Bacas aucun désamour et aucune... Nous sommes des Guadeloupéens avant tout, et nous luttons pour l'avenir de la Guadeloupe. Vous avez gentiment rappelé dans votre introduction. Donc, nous n'avons pas de haine et d'affrontement. Nous n'avons pas le temps pour ça. La Guadeloupe subit un déclassement sans précédent depuis une vingtaine d'années. Nos aînés, nos seniors, malheureusement, ont une espérance de vie qui est plus faible que celle des hexagonaux. Donc, les invectives, les petits cancans, les insultes, la vulgarité, malheureusement, sont passés de mode. Nous n'avons pas le temps pour ça. Il y a une urgence en Guadeloupe. Il y a encore des tours d'eau qui sont maintenus malgré la législation qui a déjà 1 an. Nous avons vu le 16 mai dernier nos compatriotes se rassembler devant le nouveau syndicat en grève pour pouvoir demander une clarification de leur situation. Tout ça sont des problèmes du quotidien, ce sont des problèmes prégnants qu'il faut régler. Nous avons malgré tout une différence. Vous avez parlé de Reconquête. Reconquête qui est le parti qui m'investit et que j'assume. Le parti d'Éric Zemmour. Tout à fait, le parti d'Éric Zemmour, dont je souhaite faire partie du groupe de nombreux, pour lequel je souhaite contribuer à la formation d'un groupe nombreux à l'Assemblée nationale, un groupe nombreux, un groupe de gens qui travaillent, un groupe
Un groupe qui symbolise l'union des droites. Alors, Reconquête n'a pas pu convaincre les Guadeloupéens pour les élections. Tout à fait, il ne vous a pas échappé présidentielles. Donc, comment pensez-vous faire entendre cette voix maintenant au sein de ces élections législatives? Donc, je suis une enfant de Guadeloupe, j'ai 42 ans, trois petits bébés, et donc je me suis engagée en politique pour défendre mes compatriotes, pour porter la voix des sans-dents à l'Assemblée nationale et pour régler des problèmes concrets. Vous avez raison, nous sommes issus avec les collègues qui sont venus des Républicains, qui sont venus également des rangs du Rassemblement national, et d'autres militants qui ont vu en Éric Zemmour et en Maxette Pierre Bacas qui a soutenu son honnêteté en politique et son envie d'agir, des républicains honnêtes, bosseurs, intègres. Notre programme est celui du RPR de 1990. Vous nous classez à l'extrême droite. C'est une étiquette qui est un peu... Vous reprenez ce classement à l'extrême droite. C'est une étiquette qui est usurpée. Il est beaucoup plus facile d'avoir une opposition contrôlée et de favoriser une opposition contrôlée à Macron que d'entendre des propositions telles que l'abrogation du pass vaccinal qu'Éric Zemmour portait dès le mois de décembre. Mais la population aura à faire son choix. Alors, est-ce que vous pouvez rapidement nous dire qu'est-ce qui vous différencie du RN? Parce que souvent, vous l'avez entendu aussi, on a dit de toute façon le RN et Éric Zemmour, ils portent la même voix. Nous sommes des patriotes, effectivement. Donc qu'est-ce qui vous différencie concrètement? Ce qui nous différencie, c'est que là où malheureusement nos collègues du RN n'ont pas pu ou n'ont pas eu l'occasion de siéger au mois de janvier pour voter contre la loi portant obligation du pass vaccinal, les députés de la Reconquête sont des gens motivés et intègres qui se battront pour servir et pour appliquer un programme, un leader qui ne fluctue pas en fonction de ce que les populations veulent entendre. Nous sommes des gens sérieux. Nous voulons porter abrogation de ce pass vaccinal, réintégration des soignants, indemnisation de ces gens, parce que c'est vrai que réintégrer les gens, ce n'est pas suffisant. Pour tous les parents qui ont dû rapatrier leurs enfants étudiants par manque de moyens, qui ont eu des problèmes sur le paiement de leur crédit, pour même les libéraux qui n'ont pas pu exercer pendant des mois, il faut indemniser ces gens et leur rendre leur dignité. Merci à vous. Alors maintenant, je repasse de l'autre côté du plateau où vous avez, Madame Macias, un petit retard au niveau du temps de parole. Alors l'intérêt pour ceux qui nous écoutent, c'est aussi de savoir si vous êtes élu, ce que vous porterez au sein de l'Assemblée nationale, comment vous concevez votre rôle de député, puisque souvent on entend dans la rue, ouais, mais les gens vont aux élections, ils ne savent même pas ce que c'est qu'un député, ils ne connaissent même pas ce que c'est que la mission d'un député. Donc, vraiment, dites-nous, si vous êtes élu, ce que vous souhaitez porter, comment vous concevez ce rôle? La première mission du député, c'est de proposer des lois, et de faire un travail en commission, puis de le présenter en séance publique. Et ensuite, c'est le Sénat, une autre chambre, qui valide justement ces propositions et regarde leur conformité. Moi, élu député, je proposerai et je propose la création d'une agence immobilière d'État à qui je donnerai la gérance et l'ingénierie, parce que mon premier point dans cette campagne, c'est de défendre la propriété des Guadeloupéens. Vous pouvez continuer. La propriété foncière des Guadeloupéens. Voilà. C'est tout. Oui, défendre la propriété foncière, pourquoi? Parce que effectivement, beaucoup d'administrés se plaignent de bornage illicite. On voit par exemple sur certaines parcelles arriver des experts géomètres qui ont aussi la casquette d'agents immobiliers. Donc il y a, si vous voulez, une spéculation immobilière constante, fluctuante, et qui génère justement des déséquilibres, des désaccords au niveau justement local. Et par conséquent, c'est la raison pour laquelle je propose cette création d'une agence immobilière pour réguler
et gérer justement la propriété foncière. D'accord. Donc, vraiment, c'est votre ligne et puis vraiment, c'est là où vous voulez axer. C'est là où c'est Votre action. c'est le premier point justement sur lequel je me pencherai. Et le deuxième point, ça sera sur le pouvoir d'achat. Élu député, je propose la revalorisation du point d'indice des salaires des fonctionnaires et des retraités. Je favorise aussi l'accès à l'ouverture du marché pour éviter les situations de monopole en Guadeloupe. Je prends l'exemple de Free, qui a attendu 6 ans, qui a combattu 6 ans sur le territoire pour finalement accéder au marché local et proposer des prix plus bas, plus accessibles à nos populations, aux classes moyennes, aux classes défavorisées, qui ont déjà des difficultés pour payer leur loyer et les charges quotidiennes. D'accord. Ici, vous êtes élu ou siégerez-vous? Je siégerai au niveau de la droite et du centre, puisqu'il y a un consortium d'idées entre la droite et le centre. Mais je serai plus à droite. Vous serez plus à droite, c'est-à-dire plus à droite. Je serai à droite. À droite. Voilà. Donc on parle bien des Républicains. On parle des Républicains, je serai à droite, mais comme je vous dis, on a un consortium d'idées, c'est-à-dire qu'on a un accord sur certaines idées, notamment le handicap, l'emploi, le pouvoir d'achat et les retraites. Donc ce consortium d'idées sera porté justement dans cette majorité. Le centre aussi portera ses idées, mais déjà on sait sur quelle base les idées pourront être développées justement, et ces idées feront justement corps dans un seul projet de loi qui sera porté avec force au niveau du Parlement et qui verra le jour grâce aux propositions que je ferai lorsque je serai élu député. Alors vous avez la possibilité d'être disponible dans cette fonction si elle vous est donnée par la population? Oui, je serai toujours disponible pour les Guadeloupéens. Ouais. Parce que vous savez qu'on parle d'absentéisme au niveau de l'Assemblée nationale. Justement, c'est ce que je déplore. Quand on représente une population, on se doit d'être présent pour cette population. Merci à vous, Christian Baptiste. Alors, à peu près la même question. Si vous êtes élu, qu'est-ce qui vous tient à cœur? Comment est-ce que vous aurez à œuvrer au sein de l'Assemblée nationale? Et puis, c'est vrai que la disponibilité, c'est un sujet qui a été mis en avant, d'ailleurs débattu au sein de l'Assemblée nationale, puisque vous savez qu'il avait été prévu aussi qu'il y ait une amende à tous les députés qui ne viendraient pas au sein de l'Assemblée. Alors, comment concevez-vous ce rôle? Alors, d'abord, je voudrais préciser que le député n'a pas de programme, n'a pas de projet. Parce que ce n'est pas un maire ou un élu local, on va dire qu'on va faire une route, une maison. On a une vision. Et la vision que j'ai pour cette fonction, cette mission, concernant la législation française, se situe au niveau de 5 points. Que nous ayons une législation, bien évidemment, qui soit adaptée à notre territoire sur toutes les transitions. D'abord, sur la transition environnementale, faire en sorte, effectivement, qu'il y ait des dispositions législatives pour qu'on tienne compte, évidemment, du changement global, du réchauffement climatique. Et je peux prendre 2 exemples que je connais très bien. La problématique de l'érosion du trait de côte et la problématique des sargasses. Donc, par rapport à un territoire qui est vulnérable. Deuxièmement, une législation qui soit adaptée, effectivement, à la transition démographique. Nous avons une population qui vieillit et, parallèlement, nous avons des jeunes qui quittent le territoire et qui ne reviennent pas. Donc, vous voyez, forcément, c'est un territoire qui se dévitalise. Donc, accompagner toutes ces personnes qui vieillissent au mieux chez elles, ces personnes, notamment ces personnes âgées, par exemple, développer les MAPA, les maisons d'accueil rurales pour les personnes âgées, faire en sorte que ces personnes âgées aussi soient bien accompagnées en termes de formation, c'est-à-dire que des personnes, des auxiliaires de vie sociale, par exemple, pour pouvoir les accompagner. J'ai discuté avec une personne âgée qui me disait, bon voilà, il faut s'occuper de nous. En fait, ce qu'il demande, c'est au moins qu'il y ait un système, une législation qui permette d'éviter l'isolement, d'éviter l'abandon des personnes âgées. Donc, faciliter une législation qui facilite le vieillissement de notre population. Et parallèlement aussi,
il faut que nous ayons une législation qui permette à nos jeunes de revenir, lorsqu'ils partent à l'extérieur, de revenir, surtout pour pouvoir travailler. Et travailler, bien évidemment, sur, notamment favorisant la souveraineté alimentaire, en favorisant la souveraineté énergétique. Voilà, ce sont des éléments qui doivent être forts pour le développement du pays. Troisième transition, la transition numérique. Nous voulons effectivement une législation pour que la Guadeloupe soit une Smart Island. Ça veut dire quoi? Il faut que, premièrement, que le territoire soit convenablement équipé en matière de haut débit. L'équipement, le déploiement. Deuxièmement, en termes d'équipement, c'est-à-dire que dans les administrations, dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges, mais aussi dans les administrations, pour faciliter, et notamment pour les personnes qui, justement, n'ont pas forcément des équipements numériques ou informatiques, pour leur permettre, effectivement, d'accomplir leur démarche, que ce soit dans le domaine de l'éducation, mais aussi purement et simplement dans le domaine administratif. Et troisièmement, il faut qu'il y ait la culture numérique. Cette culture numérique, parce que vous aurez beau avoir un déploiement, vous aurez beau avoir effectivement des équipements, mais il faut que la population ait cette culture numérique, parce que nous sommes obligés, nous sommes dans un monde qui se dématérialise, et cette culture numérique, justement, doit passer, effectivement, dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges, mais aussi les administrations. Nous le faisons à Sainte-Anne. Non, je termine, parce que j'ai encore 2 points à voir. Mais c'est une vision. Je vais dans une élection, on n'est pas là pour faire des cancans, il faut expliquer la vision à la population. Nous sommes d'accord, mais dans un temps de parole... D'accord, mais je vais faire vite alors. De toute façon, nous aurons l'occasion de développer. Donc, pour que ce soit une Smart Island, donc, favoriser le développement numérique. Troisième transition, qui est la transition économique et sociale, pour permettre effectivement qu'on mette en avant d'abord la production locale, les produits locaux, et avec justement une souveraineté, cette souveraineté alimentaire, avec l'agrotransformation, avec l'agrotourisme, mais aussi, justement, et c'est ça aussi l'intérêt, d'avoir effectivement des activités, mais des activités notamment qui permettent aussi d'être en contact avec l'extérieur. Je parlais effectivement de cette transition numérique. Vous avez des métiers. Alors, par exemple, la médecine... Vous êtes bien avancé dans le temps. Oui, mais on est venu pour parler de choses sérieuses. Oui, mais dans ce temps est parti. Oui, mais d'accord, mais à ce moment-là, il fallait nous donner plus de temps. Parce que c'est une chose sérieuse quand même. Lorsqu'on est député de la nation. On n'est pas député de la Guadeloupe, on est député de la nation, même si un député ne va pas changer la phase de législation. Ensuite, dernière transition, cette transition politique. Oui, il faut que nous ayons cette autorité politique locale, cette liberté locale de pouvoir. D'ailleurs, la Constitution permet déjà, effectivement, qu'on légifère avec, notamment sur des lois d'expérimentation. Mais il faut des lois organiques derrière. Donc, en clair, il faut que nous ayons cette autonomie, cette autorité politique locale où nous puissions décider justement sur tous les points et nous revenons justement sur cette transition environnementale qui doit protéger notre archipel. Alors, c'est vrai vulnérable. C'est vrai que vous avez un temps de parole imparti, donc d'où la nécessité, puisque vous ne pourrez pas tout dire de toute façon, donc de synthétiser pour que vous puissiez garder le temps de parole. Alors là, vous êtes déjà à 8 minutes 39. Alors que certains sont encore à 3 minutes. Donc, non, c'est normal. Les autres ne vont pas parler, c'est normal. Donc, on va essayer de faire les choses puisqu'il y a un format d'émission, donc pour que vous puissiez rester dans le temps qui vous est imparti. Voilà, donc, Gérald Bougré. Je suis encore une fois consterné parce que, je respecte toutes les personnes qui sont là, bien évidemment. Mais je trouve qu'on a les mêmes types de discours, les mêmes types d'échanges, et ainsi de suite. Sauf qu'on oublie que pour que la démocratie est dans une situation extrêmement complexe, parce que pour pouvoir voter, pour pouvoir se différencier par rapport aux autres, il faut pouvoir voter. Pour pouvoir voter, il faut avoir en général un projet ou autre chose, faire en sorte que... Et lorsqu'on a une population qui, selon les chiffres, vit à près de la moitié en dessous du seuil de pauvreté, comment les discours les meilleurs au monde peuvent-ils être entendus? Ce qui fait que, au bout du compte, comme on n'a pas entendu pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, il y a de plus en plus d'abstention. Et ce qui fait que l'expression même de la démocratie, qui se fait par le vote, il ne correspond pas à la réalité. Les gens disent à chaque fois, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Malheureusement, l'abstention n'est pas reconnue
comme il devrait l'être, les votes blancs ne sont pas reconnus. Donc l'expression même de la démocratie, qui est le vote, ne se fait pas comme il se faudrait. Parce qu'il y a des gens qui sont élus à moins de... juste au-dessus du seuil qu'il faut, 25-30%. Vous voyez ce que je veux dire? Et même Emmanuel Macron et d'autres, ils ont même eu à souffrir de ça, parce que les gens lui disaient, mais monsieur, on n'était pas pour vous, on a fait ça parce que on voulait pas Marine Le Pen, on voulait pas X, on voulait pas Y. On ne s'exprime pas au niveau du vote comme il faut, et on dévie la fonction du vote au sens démocratique. Et ce que je voudrais aussi qu'on me dise, l'abstention augmente pratiquement à chaque vote. Or, on se fie au résultat d'un vote pour pouvoir choisir telle ou telle catégorie politique, tel ou tel parti politique, tel parti X, tel Y. Donc ça, et ça... Mais qu'est-ce qui va être déterminant dans cette élection alors? Dans cette élection, pour moi, telle que la situation dans laquelle on est arrivé aujourd'hui, on est arrivé aux extrêmes. Les chiffres que j'ai donnés là, c'est pas pour rien. Au niveau misère, pauvreté, au niveau il y a une faillite de tout. Là, je ne parle pas de la crise sanitaire, la crise financière, la crise économique, etc. Est-ce que le député pourra régler tous ces problèmes? Non, je ne suis pas sûr que le député pourra régler ce problème. Moi, ce que je sais, c'est que pour mon île, qui est dans une situation, parce que là, on parle de la France nationale, c'est là où il va falloir s'exprimer, mais il y a déjà un certain nombre de lois, d'arrêtés, de décrets qui, en plus de la situation dans laquelle on est physiquement, pour la grande partie de la population, je l'ai dit, l'INSEE, c'est peut-être 45-50% des personnes qui vivent en dessous du pauvreté. Si on ne résout pas le problème de la moitié de la population, il est impossible qu'on puisse exprimer la démocratie dans de bonnes conditions. Les gens vont vous écouter, gentiment, calmement, etc. Et puis ensuite, soit ils vont pas aller voter, soit ils vont aller voter pour les extrêmes. Moi, il y a plein de gens qui m'ont appelé pour me dire qu'est-ce que les Guadeloupéens veulent. Ils ont été vers Mélenchon au premier tour, ils ont été vers Marine Le Pen. Et certains disent, ah ben non, c'est parce qu'ils voulaient, de par celui-là, contrer Macron. Mais c'est pas Mélenchon, c'est pas Marine Le Pen, c'est un programme de développement économique qui permet à la population. N'oublions pas que la fonction politique, c'est quand même d'aller vers le bien-être de la population. Le bien-être de la population. On met en place des outils pour faire en sorte... Mais les élus sont... la population a des élus pour cela. Oui, mais les conditions dans lesquelles ils votent pour ces élus-là, c'est ce que je voudrais savoir, de quoi il est fait. Puisque quand on regarde bien, le nombre de personnes qui vont voter pour exprimer est catastrophique. Donc, ils ne représentent pas la majorité. Or, la fonction du vote, au final, c'est de choisir des gens, et puis quand vous avez la majorité, vous avez la majorité pour gouverner, pour faire avancer la politique, pour avancer l'économie, etc. Ce n'est pas le cas. On le fait par défaut, puisque les gens sont élus au deuxième tour avec moins de 30%, voire 35% de la représentation. Donc, il y a un problème de fond là, je ne parle même pas... France hexagonale, c'est encore autre chose, mais ici, c'est catastrophique, ça va devenir encore plus catastrophique. Moi, j'ai choisi, depuis longtemps, je vous l'ai dit, vous le savez depuis longtemps, je suis passé suffisamment fois sur Canal 10 là-dessus, pour faire en sorte que trouver le moyen de donner aux citoyens guadeloupéens le plus vite possible les capacités de pouvoir boire, manger, vivre, ne pas attendre après le RSA en permanence et s'en sortir déjà décemment par une vie avec son bien-être. Et à partir de là, et d'ailleurs, la France nous a donné, enfin Dieu nous a donné ce qu'il faut, parce qu'on a les ressources aujourd'hui qui sont identifiées, parce que les politiciens, je ne sais pas ce qu'ils faisaient, ils n'ont pas identifié les ressources, ils n'ont pas identifié les richesses, ce qui fait que les Guadeloupéens se croient pauvres. Alors que quelqu'un de la préfecture a dit, lors d'un webinaire, les Guadeloupéens avec l'hydrogène, ce sont des Qataris en puissance. Et moi, je prépare la Guadeloupe, via les lois et les décrets qui vont bien, pour faire en sorte qu'ils puissent gérer ça dans les meilleures conditions possibles, et ne pas faire les catastrophes qu'on a eues. Merci, M. Bourret. Voilà. Maintenant, ça sera à vous, votre rôle en tant que député, si vous êtes élu, si vous êtes à l'Assemblée nationale. Que pensez-vous porter? Que pensez-vous faire exactement? Alors, comme je viens de le dire, si je suis élue, ça veut dire qu'on est déjà dans une situation révolutionnaire où les travailleurs, la population pauvre est prête à se battre et à s'organiser. Alors, nous avons un programme de lutte. Notre programme déjà, face à la flambée des prix, à l'augmentation des prix, de la baguette de pain, de l'essence, nous disons qu'il ne faut pas qu'aucun salaire, aucune retraite, aucune allocation ne doit être inférieure à 2 000 € net. Et il faut qu'à chaque fois que les prix augmentent, eh bien,
les revenus aussi doivent augmenter, mais en fonction du coût réel de la vie, pas en fonction Comment de... faire pour arriver à ce stade? Ben, comme je l'ai dit, hein, c'est un programme de lutte, hein, donc il faudra que ce soit une lutte consciente et collective des travailleurs et de la population pauvre pour exiger ces augmentations. Et nous disons aussi que face à la montée du chômage, il faut répartir le travail entre tous sans diminuer le salaire. Et autre chose aussi, c'est que face à la spéculation, puisque on voit effectivement que le prix de l'essence a augmenté, mais cette essence, ce carburant, il avait bien avant la guerre en Ukraine. Donc, c'était stocké bien avant la guerre en Ukraine. Donc, ça prouve qu'en fait, c'est la spéculation, nous sommes victimes en fait de la spéculation capitaliste qui augmente les prix. C'est pareil pour l'huile. L'huile, il a été fabriqué bien avant la guerre en Ukraine et on porte tout sur le dos de la guerre en Ukraine pour faire croire que voilà, c'est à cause de la guerre. Alors qu'en réalité, il s'agit de spéculation des capitalistes pour augmenter les prix et s'enrichir. Donc face à ça, nous disons qu'il faut que les travailleurs aient un contrôle sur l'économie des capitalistes et il faut abolir le secret des affaires. Et pour vous, l'Assemblée nationale peut vous permettre de faire cela? Ben, nous, on pense que l'Assemblée nationale, de toutes les façons, ce n'est pas les députés, y compris l'Élysée, ce n'est pas Macron qui dirige. Ce sont les riches, ce sont les capitalistes qui dictent la politique à Macron ainsi qu'aux députés. Le Parlement, on va dire que c'est une chambre d'enregistrement des affaires de la bourgeoisie, des affaires des riches. Comment contrer cela alors? Comment contrer cela? Eh bien justement, c'est pour ça que nous disons qu'il faudra que les travailleurs et la population pauvre, justement, s'organisent et qu'elles gèrent elles-mêmes l'économie, qu'elles prennent le contrôle de l'économie. C'est la seule façon pour nous de sortir de ce système capitaliste. Et bien sûr, il faut en finir aussi avec les méfaits de l'impérialisme français et les séquelles du colonialisme. En fait, vous n'avez pas forcément envie d'être à l'Assemblée nationale, vous voulez porter une voix par rapport à ces élections. Les idées que nous portons ne sont pas un programme, nous ne sommes pas là pour gérer tranquillement les affaires de la bourgeoisie, des capitalistes. Non, ce n'est pas notre programme. Nous avons un programme, notre programme, c'est un programme de lutte. Nous pensons que c'est que par les luttes qu'on obtiendra des choses. Et on le voit dans l'histoire. C'est les luttes qui ont permis justement l'amélioration des conditions de travail des travailleurs, les augmentations de salaire, les 40%. Tout ça, ce sont des luttes qui ont permis d'obtenir ça. Et juste deux choses concernant Mélenchon. Donc effectivement, bon, Mélenchon, lui, bon, il gère en fait, il se présente comme quelqu'un qui veut justement gérer un peu les affaires de la bourgeoisie. Il ne s'oppose pas à la bourgeoisie, il ne s'oppose pas au capitalisme financier. Et donc, il va servir en fait les intérêts impérialistes de la France. Et donc, c'est pour ça que il a été bien reçu en Guadeloupe par les syndicats. Et c'est pour ça que nous ne soutenons pas Mélenchon et nous ne soutenons pas sa politique, y compris celle de Le Pen. Le Pen, même si elle a changé de visage, elle montre qu'elle est un peu plus proche, on va dire, de la population pauvre. Elle a soi-disant un discours contre le racisme, mais au sein de son parti, il y a beaucoup de racistes. Il est truffé de racistes et de fascistes au sein de son parti. Et c'est un parti aussi qui ne s'oppose pas au grand capital, qui ne s'oppose pas à la bourgeoisie et aux riches, et qui divise les travailleurs entre eux, qui divise les travailleurs immigrés et les travailleurs locaux. Donc ça montre bien que ce sont des gens en réalité qui sont pour la division et qui sont des ennemis de classe. Et soutenir ces gens comme Zemmour ou Le Pen, c'est se tirer une balle dans le pied. Merci. Alors maintenant à vous, Monsieur Girdari. J'ai envie de sourire doucement. Après la brillante intervention de ma voisine de gauche. Alors ma voisine disait tout à l'heure qu'en fait il faudrait soutenir une politique, et je me permets de rebondir en toute sympathie,
que lorsque les prix augmentent, il faut automatiquement augmenter les salaires. C'est une indexation des revenus sur les salaires. Mais on aboutirait nécessairement et inéluctablement à une politique inflationniste, donc à une pépourisation de la population et donc à une faillite d'un peuple. Ça, c'est clair, ça... Le peuple est déjà en faillite de toute façon. Ouais, je voudrais juste réagir. Déjà en faillite. Oui, madame, pardonnez-moi, il faudrait au moins maîtriser ces éléments, ces petits agrégats économiques qui sont si simples. Donc, je rebondis au moins dessus. Donc, pardonnez-moi de cela. Et quand vous dites également que Marine Le Pen a changé de visage, etc., je vous rappelle, madame, que Marine Le Pen n'a jamais été au pouvoir. Je vous le rappelle. Et je vais dire une chose également aujourd'hui ici. Si on me dit aujourd'hui que M. Jean-Marie Le Pen était un raciste, un xénophobe et qu'il tenait des propos scandaleux, oui, bien sûr. Ça, il n'y a pas photo, oui, c'est vrai. Mais on ne va pas faire porter l'héritage du père à la fille, alors que la fille est très loin de tout cela. Et d'ailleurs, je voudrais aussi rajouter, et la population ne s'y est pas trompée, nous sommes une ancienne colonie française. La population ne devrait pas porter son choix sur Marine Le Pen si tout ce que vous venez de dire était vrai. Pardonnez-moi, nous ne sommes pas encore suicidaires à ce point. Donc ça, c'est faux. Deuxièmement, quand vous parlez également de quels sont les projets que nous allons porter à l'Assemblée nationale, il faut bien parler de propositions de loi. J'ai entendu M. Baptiste dire tout à l'heure qu'il a une vision. Alors une vision, bien évidemment, est une notion très floue. Et on ne peut pas, vu la gravité de sa situation aujourd'hui, se permettre d'être dans l'ambiguïté et ni dans le flou. Il faut être précis. M. Baptiste a également parlé de Smart Island, une île donc intelligente, M. Baptiste, pour reprendre votre propos. Vous avez parlé également de développement numérique. Je vous rappelle que ce sont des politiques régionales pour lesquelles la région a les habilitations. Donc il ne faut pas se tromper d'élection. On ne va pas à l'Assemblée nationale pour mener une politique de développement économique. Numérique, pardonnez-moi. C'est aujourd'hui une fonction, une compétence de la région Guadeloupe. M. Baptiste a également parlé d'une politique en faveur des personnes âgées. Là aussi, c'est une politique du conseil départemental. Donc moi, j'ai la sensation, après avoir écouté M. Baptiste, qu'il porte des visions qui sont floues et qui ne correspondent pas du tout à l'élection dans laquelle on se situe, qui est une élection où on va faire des propositions de loi, où on va rédiger, faire des amendements, et on va surtout, et je l'ai dit d'emblée dès le début de mon intervention, s'opposer, quoi qu'il coûte, à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, tout le monde aujourd'hui est conscient en Guadeloupe, et c'est le vrai visage de Macron, c'est un tyran et un despote. Nous ne pouvons pas simplement aujourd'hui parler de petites visions, de choses qui ne sont pas en liaison avec les vrais enjeux de ces élections. Et moi, ça me rappelle, curieusement, l'élection de M. Chalus à la région, où il parlait d'économie verte, d'économie bleue. Voilà, ce sont les mêmes éléments de langage que je retrouve malheureusement chez M. Baptiste, je suis désolé M. Baptiste, et qui nous montrent aujourd'hui la faillite d'une part de la politique régionale. Le développement du numérique est à zéro, est en panne sèche. Le développement de l'économie est en panne sèche. Donc, aller à l'Assemblée nationale aujourd'hui est dans un premier temps et de manière prioritaire s'opposer à toute politique que voudra mener M. Macron. Deuxièmement, nous avons des propositions de loi. Vous n'avez plus beaucoup de temps pour développer. Vous me laissez 2 secondes, je finis. Nous avons, premièrement, je crois que tout le monde aujourd'hui est aux côtés du personnel soignant, il faut les réintégrer. C'est dans le programme national de Marine Le Pen pour les présidentielles. Donc ça, on y reviendra. Quand on choisit, pardonnez-moi, je parlais de 2 candidates à ces élections législatives, Madame Natacha Gordon, qui est la suppléante de M. Baptiste, qui est infirmière libérale et qui, aujourd'hui, a sa dose de vaccin. Comment peut-elle dire, dans le programme de M. Baptiste, qu'elle va représenter les soignants, alors qu'elle a déjà choisi son camp? S'opposer à Macron, c'est s'opposer à Macron, déjà aussi en ne prenant pas le vaccin, dont on sait que c'est un vaccin expérimental. Merci. Merci à vous. Michel Maxot. Très bien. Alors, je voudrais déjà commencer par revenir sur les propos de ma voisine de gauche. En fait, concernant effectivement le rétablissement concernant l'ISF. Je voudrais pouvoir lui préciser en fait que M. Mélenchon prévoit effectivement de rétablir l'ISF. Effectivement, l'ISF était l'impôt sur la fortune qui permettait aux associations notamment d'être soulagées, d'avoir un ballon d'oxygène avec cet argent qui venait des personnes qui payaient l'ISF. Alors, au lieu de payer l'ISF, ces personnes-là se disaient, au lieu de payer l'ISF, je préfère
eh bien, comme oh là là, mon Dieu, je suis en train de m'embrouiller là-dessus. En fait, je vais resynthétiser la chose. Lorsque l'impôt de la fortune existait, eh bien, les personnes donnaient l'argent tout simplement, donnaient les fonds aux associations, ce qui ne se fait plus. Donc les associations sont en recul, sont en situation en difficulté par rapport à ça. Alors, en étant effectivement député, moi je proposerais effectivement comme loi, par exemple, de pouvoir aider de manière plus large qu'on le fait aujourd'hui, par exemple, les agriculteurs, parce qu'on voit que les agriculteurs ont un besoin de fonds, et ce besoin de fonds, eh bien, l'agriculteur ne le retrouve pas. Il ne se retrouve pas. Par exemple, au niveau de l'agriculture biologique, au niveau de l'État, par rapport à l'État, l'État est resté des années avant de pouvoir indemniser, payer les agriculteurs bio. Et d'où une difficulté à leur, comment dire, d'où une difficulté effectivement financière et ne leur permettant pas de pouvoir acheter leur production, acheter le matériel, etc. Je voudrais aussi dire que, justement, toujours pour rester dans le domaine de l'agriculture, qu'en France, il y a ce qu'on appelle, en France, dans les pays de manière générale, ce qu'on appelle des stocks stratégiques. Le stock stratégique permet à la population, de manière générale, de savoir quelle quantité, pendant combien de temps nous pouvons rester s'il y a une difficulté pour se nourrir, combien de temps nous pourrons nous autosuffire. Au niveau national, c'est 45 jours, à peu près 45 jours. Au niveau local, je ne sais pas. Alors, d'où l'intérêt pour nous de pouvoir travailler sur la question pour faire en sorte que nous puissions obtenir, je ne dirais pas l'autosuffisance alimentaire, mais en tout état de cause, pour pouvoir travailler à cela. Et je crois que c'est une chose importante. Hier, j'ai rencontré une jeune dame qui me disait qu'elle est artiste, elle soutient notamment les artistes, elle est passée au Centre des Arts. Elle me dit, tu te rends compte, il n'y a plus d'électricité au Centre des Arts. Alors déjà que les artistes ont du mal effectivement à pouvoir s'exprimer, on a vu toutes les difficultés que ceux-ci ont rencontrées durant la période de la pandémie. Eh bien, ces artistes-là ont essayé de voir dans quelle mesure ils pourraient s'organiser au niveau du Centre des Arts. Eh bien, c'est petit et bloqué, c'est voilà. Alors, autre chose, autre chose. En Outre-mer, nous avons 80% de la biodiversité. Or, avec ces 80% de la biodiversité, on pourrait effectivement, comme le dit si souvent le docteur Henri Joseph, eh bien, donner du travail aux jeunes. Il n'y a pas cette possibilité-là. Donc, on est dans une situation qui est structurelle, qui est voulue, et je pense que moi, en étant député, j'irai porter cette voix à l'Assemblée nationale de manière à faire en sorte que les lois soient, même si je suis député de la nation, mais que les lois soient favorisées pour nos populations qui en ont besoin. Merci. Enfin, merci. 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 Et puis, puisqu'il vous faut un temps pour vous adresser à la population directement. D'accord. Donc, plus vous allez en avant sur ce que vous dites, moins vous aurez du temps pour vous adresser à la population. Voilà, alors pour vous, le rôle du député, en tout cas, comment est-ce que vous pensez vous positionner au sein de l'Assemblée nationale et puis comment vous faire entendre? Donc, alors, Madame Boissé, concernant le rôle du député, le député est là pour voter la loi. Nous sommes dans un état de droit qui fonctionne dans l'intérêt de tous ses concitoyens, donc c'est la loi qui prime. Le rôle du député est de voter la loi et de contrôler l'action du gouvernement. Éventuellement, quand il y a des sujets éminemment graves, de voter des motions de censure. Le député est élu sur un programme. Il est élu sur un programme correspondant à une vision, certes, mais ce sont des propositions de loi qui vont être portées à l'Assemblée nationale. C'est pour ça. C'est ça. Ce sont 6 thèmes dont j'ai fait mon cheval de bataille et qui sont présents dans les professions de foi que vous tous, que chacun de nous allons recevoir par la poste, dans nos boîtes aux lettres, que je me présente. Je me présente pour être une députée indépendante, une députée à l'exemple de Maxette Perbacas qui a toujours faire fi de toutes les étiquettes, de toutes les compromissions pour défendre l'intérêt des Guadeloupéens, depuis 30 ans, dans un combat où je la rejoins
que maintenant, mais qu'elle mène depuis 30 ans. Le but, c'est de défendre la Guadeloupe. Nous avons 6 thèmes, 6 chevaux de bataille principaux qui ont pour vocation de soulager, et d'augmenter surtout le reste à vivre des Guadeloupéens sur l'emploi et le pouvoir d'achat, la santé et les problématiques de Covid, et peut-être bientôt de variole du singe, nos grands moons, soulager nos grands moons. Nous pensons, le député que je vous propose d'être aura pour mission de favoriser la thématique de famille-jeunesse, en favorisant notamment... Vous dites la thématique famille-jeunesse. Donc la famille, la défense de la famille traditionnelle, la création de filières innovantes pour nos jeunes de façon à... Parce que c'est notre avenir, c'est notre sang, de façon à prévenir leur exode et leur permettre de trouver des débouchés ici, qu'on n'ait pas à recourir à une réserve sanitaire ou d'autres dispositifs qui n'ont pas de sens. Nous voulons également simplifier la vie du Guadeloupéen, qu'on arrête de cadenasser son esprit, d'empêcher le développement de ses initiatives, de sa capacité de réflexion. Et ça se traduit très simplement par les propositions de la reconquête sur les automobilistes. Et enfin, nous voulons également proposer un cadre de vie rénové, un cadre de vie radieux en préservant nos paysages. Donc, en tant que député, notre force sera de construire un groupe nombreux, un groupe de députés indépendants qui aura une colonne vertébrale et qui sera au travail pour pouvoir quand même défendre une vision simple, donc préserver notre pays en privant Emmanuel Macron des pleins pouvoirs. On a déjà vu pendant 5 ans ce que ça donne, et surtout en nous préservant également de l'extrême gauche séparatiste, parce que c'est dans l'unité que nous sommes plus forts, c'est dans l'indivisibilité du territoire français que nous arriverons à obtenir un meilleur avenir pour la Guadeloupe. Donc, et dans le cadre de l'article 73 de la Constitution, qui nous permet déjà d'adapter un certain nombre de dispositifs législatifs, c'est pour ça que je me présente en tant que député. Nous pouvons, quand l'intérêt des Guadeloupéens prime, choisir l'identité législative, et quand les spécificités de notre territoire doivent nous conduire, adapter les lois. Mais pour ça, il faut des élus qui ont du courage, qui ont une colonne vertébrale, qui ne se font pas acheter. Merci. C'est pour ça que je me mets à votre service. Merci à vous. Maintenant, vous aurez la possibilité de vous adresser directement à cette population, les yeux dans les yeux, pour vraiment convaincre et lui dire tout ce que vous avez, tout ce que vous souhaitez. Mais j'ai entendu beaucoup de choses sur ce plateau et j'ai quand même eu l'impression que le bien-être du Guadeloupéen passe par l'Assemblée nationale. J'ai quand même eu l'impression que vous dites oui, à l'Assemblée nationale, on peut porter des choses qui vont faire que vous irez mieux, que la Guadeloupe ira mieux. Alors, j'aimerais bien vous entendre, et les Guadeloupéens aussi qui vous regardent, en tout cas ceux de la 2e circonscription, pour savoir réellement ce que vous avez envie de dire. Mais moi, je voudrais m'adresser aux Guadeloupéens parce que c'est ma population. Et comme vous le savez, je suis issue du Gosier. Toute ma famille est issue du Gosier. Et je les salue d'ailleurs parce qu'ils m'ont soutenue dans cette élection. Ce que je voudrais défendre avant tout, c'est, Madame Boisset, c'est le handicap. Vous savez, aujourd'hui, il y a énormément d'enfants autistes qui attendent une place dans des IME. Souvent, il y a des parents qui se plaignent. Je me suis rapprochée de l'association Tous en Bleu, qui lutte beaucoup pour les enfants autistes. Souvent, les parents se plaignent de garder ces enfants à la maison. 2 ans d'attente pour une IME, c'est beaucoup trop pour les parents qui se sentent délaissés et abandonnés par l'État. Élu député, je vais proposer justement un amendement afin de créer un établissement moderne en Guadeloupe pour les enfants autistes et les enfants en situation de handicap mental. Deuxième chose, dans les écoles, il y a un problème de dispositif qui n'est pas adapté. Comment expliquez-vous, par exemple, que dans une école, un enfant a une notification d'AVSI. Pendant 8 mois, il n'a pas d'AVSI. Le parent monte et descend au rectorat pour avoir l'AVSI. Le 8e mois, nous sommes au mois de juin. L'enfant n'a toujours pas d'AVSI. Que vous dit la MDPH ? Faites un renouvellement. Un renouvellement sur quoi? Donc là, je pense qu'il y a un gros défaut d'ingénierie au niveau de la MDPH. Et élu député, je propose une modernisation de la MDPH et aussi une restructuration des services.
Je propose aussi de créer un dispositif dans les écoles et les collèges afin de détecter très rapidement les enfants en situation de handicap pour apporter des solutions. La deuxième chose, Madame Boisset, je souhaite développer l'économie locale. Pour moi, la Guadeloupe forte, c'est son développement au niveau local. C'est la souveraineté alimentaire qui est très importante. Il faut créer absolument des centrales d'achat et de distribution en Guadeloupe. Aujourd'hui, on n'a qu'un seul monopole et tout le monde le connaît. Il faut créer cette centrale d'achat, il faut créer une centrale de distribution justement pour pouvoir permettre la circulation des biens et des services. La troisième chose, il y a 6 aérodromes en Guadeloupe. Ces aérodromes n'ont pas suffisamment de fréquences pour la circulation des transports des biens et des services. Parallèlement, je remarque que, par exemple, on n'a pas suffisamment de vols directs, par exemple, entre la Guadeloupe, par exemple, et New York, et la Guadeloupe aussi en direct de la Caraïbe. Moi, je propose en tant que député de favoriser... Rappelez-nous les 6, pour ceux qui nous écoutent. J'avais dit nous avons 6 aérodromes. Alors, on a 6 aérodromes, dont Baïf, Saint-François. Et je propose donc en tant que député, ça c'est l'essentiel, de favoriser cette fréquence vers les DOM, mais aussi vers la Caraïbe. Parce que comme je vous dis, moi je vois le développement économique de la Guadeloupe à travers les DOM-TOM et par extension vers la Caraïbe, puisque, comme nous le savons tous, il y a actuellement une guerre en Ukraine et en Russie. Et cela annonce une pénurie alimentaire certaine. Je ne crois pas qu'il faille se diviser, puisque l'union fait la force. Maintenant, il faut constater, il y a des constats. Et le constat, c'est aussi le problème du chlordécone. C'est aussi le problème des antennes relais, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais il y a beaucoup d'antennes relais près des habitations. Et cela favorise des cancers du sein, des cancers de la prostate. Et pour moi, le problème des antennes relais, c'est le second scandale après le chlordécone. La troisième chose que je voudrais mettre en avant lorsque je serai élu député, c'est favoriser la recherche. Pourquoi ? Aujourd'hui, on a beaucoup de sargasses au bord de nos plages. Mais vous savez que le Brésil utilise déjà les sargasses. On a parlé d'agrotransformation. Oui, la grosse transformation est nécessaire. Mais on peut transformer les sargasses en charbon de sargasse. Il y a déjà une recherche qui a été faite là-dessus. Et justement, il y a une chercheuse bien connue en Guadeloupe qui a demandé des fonds justement pour développer le charbon de sargasse pour dépolluer nos sols. Parce que comme tout le monde a parlé, pour dépolluer nos sols plus efficacement. Et cinquièmement, la propriété foncière. Non, quelques secondes pour convaincre. Il vous reste quelques secondes. Alors, s'il me reste quelques secondes, je demanderai donc à toute la population guadeloupéenne de m'accorder leur suffrage parce que je suis une femme de confiance, de foi, de rigueur et de conviction et je mettrai en œuvre tout mon programme de manière non seulement à satisfaire la population, à satisfaire les familles modestes, à satisfaire les familles qui souffrent parce qu'ils ont des enfants à la maison qui sont en situation de handicap, afin justement de procurer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le bien-être, un bien-être certain. Merci à vous, Christian Baptiste. Merci. Lors des élections présidentielles, la Guadeloupe a très clairement rejeté la politique d'Emmanuel Macron, qui a été brutale et violente pour les Guadeloupéens, et au premier et au deuxième tour. En conséquence, je demande à l'ensemble des électeurs et électrices guadeloupéens de voter pour un candidat qui va s'opposer radicalement à la politique d'Emmanuel Macron. Il a été élu démocratiquement président de la République. Mais il y a ce troisième tour. Ce troisième tour, c'est justement pour empêcher à Emmanuel Macron d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale et de constituer un gouvernement. Donc c'est l'occasion de faire en sorte qu'il n'ait pas de majorité et avec cette union de la gauche pour que nous puissions mettre en œuvre cette politique en faveur de ceux qui sont dans la précarité, dans la difficulté, dans la pauvreté. Mais je voudrais dire aussi que je suis un homme de proximité. Ma force, c'est la proximité. Ma force, c'est l'expérience aussi que j'ai et toutes les problématiques qui sont, que j'ai pu et j'ai eu l'occasion d'être confronté. Donc, je voudrais dire à cette population aussi que je suis l'homme de la situation,
l'homme qu'il faut pour pouvoir faire entendre la voix de la Guadeloupe et des Merci. Guadeloupéens au sein de l'Assemblée nationale. La force Merci. du nous, c'est ensemble nous qui arrivons. Donc nous devons Merci, faire Christian Baptiste. front et barrage à la politique de Emmanuel Macron. Merci Christian Baptiste. Monsieur Bougré, Oui, eh ben, pour, un peu moins d'une minute. pour moi, 2 minutes. Ben, écoutez, je veux être député par rapport à nos compatriotes guadeloupéens, simplement pour éviter que ce qui est arrivé à géothermie bouillante ne puisse pas arriver, d'autant qu'il y a aujourd'hui un décret qui fait que les Guadeloupéens ne pourront pas utiliser les gîtes géothermiques qui existent dans le sud Basse-Terre. Et donc je vais lutter pour faire en sorte que, il y a un article de la Constitution qui me permet de le faire, 51-2, pour faire en sorte que les commissions, pour engager des commissions d'enquête parlementaire, pour faire en sorte que tout ce qui a été fait contre la Guadeloupe puisse être défait et construit sur le visage avec la vision que j'ai de l'avenir de la Guadeloupe, basée sur son enrichissement au travers de ses richesses naturelles, la géothermie et l'hydrogène, pour lesquelles il y a des sociétés de coopération, de coopératives d'intérêt collectif qui sont en train d'être montées, dans lesquelles tous les Guadeloupéens peuvent y participer à hauteur d'1 euro et donc redistribuer ces richesses à partir du capital dans lequel tous les Guadeloupéens sont présents. Et c'est déjà en cours. Merci à vous. Merci à vous. Madame Cyril. Oui, alors, bon, il existe 2 Guadeloupes, hein, parce que nous ne sommes pas pour la Guadeloupe, mais nous défendons le camp de ceux qui sont exploités, les déshérités, les travailleurs. C'est ce camp-là que nous défendons et non le camp des capitalistes, des bourgeois dans cette société-là. Et nous disons aux travailleurs, à la population pauvre, de ne pas se fier à des sauveurs suprêmes qui diront « oui, nous, quand on sera élu, on fera ». On le voit hein, durant toutes ces années, ce que ça a donné, toute la politique qu'ont menée les différents gouvernements et à la solde qui sont en fait des serviteurs des béquets, des capitalistes. On a vu le résultat pour les travailleurs, puisque Hollande, quand il était en campagne, il a dit « mon ennemi, c'est la finance ». Et quand il est arrivé au pouvoir, eh bien, il s'est couché devant la bourgeoisie. Eh bien, c'est ça qu'on a à faire en réalité. Et donc, on ne peut compter que sur notre propre force, les travailleurs. C'est une lutte consciente et collective. C'est que comme ça qu'on pourra obtenir des augmentations de salaire indexées sur l'augmentation des prix. On pourra obtenir contre le chômage la répartition du travail entre tous sans diminuer les salaires. Et il faudra que les travailleurs prennent le contrôle des entreprises et qu'on abolisse aussi le secret des affaires. C'est le seul programme, on va dire un programme de transition qui nous permettra de sortir en fait de cette situation catastrophique, de cette crise profonde du système capitaliste. Vous avez encore quelques secondes. Si vous Alors voulez rajouter une chose. nous appelons les travailleurs, la population pauvre, à voter pour Combat ouvrier. Donc je suis celle qui représente Aline Cyril et mon remplaçant Gérard Valentino. Tous ceux qui sont en colère contre ce système et qui sont contre les méfaits de l'impérialisme français et des séquelles coloniales. Merci à vous. Michel Girdari. Madame Boissé, alors je dispose de combien de temps précisément, dites-moi? Alors vous avez un petit peu moins d'1 minute. Oh, c'est très court. Alors, population de la Guadeloupe et principalement de la 2e circonscription. Port-Louis, Petit-Canal, Anse-Bertrand, Sainte-Anne, Saint-François, Désirade, Le Gosier. Aujourd'hui, nous connaissons la situation dans laquelle se trouve notre pays et se trouve singulièrement la Guadeloupe. Nous savons qu'aujourd'hui, la seule possibilité de s'opposer, d'une part, radicalement à M. Macron, c'est de voter pour le Rassemblement national. Vous avez déjà fait ce choix lors de du deuxième tour des élections présidentielles. Nous vous demandons simplement de confirmer ce choix. Nous sommes la seule véritable force d'opposition à Macron. Beaucoup viennent, comme Mélenchon et tous ses représentants, dire oui, nous sommes contre Macron. Cependant, dès qu'ils ont la possibilité de se rallier à Macron, ils s'allient à Macron. Jean-Luc Mélenchon l'a fait. Tous ceux qui servent Mélenchon et qui sont dans son camp le feront à leur tour si demain il venait à siéger à l'Assemblée nationale. Nous voulons défendre aujourd'hui nos intérêts, réintégrer le personnel soignant, créer un grand ministère des Outre-mer et de la mer. Nous voulons aujourd'hui également réformer l'octroi de mer qui va aussi protéger nos productions locales. Merci de nous faire confiance lors de ces élections. Merci à vous.
Michel Maxot. Oui, alors, je dispose de combien de temps? Alors allez-y, il vous reste à peu près 1 minute. 1 minute. Alors très rapidement, je ne suis pas une professionnelle de la politique, mais je suis quelqu'un de passionné, quelqu'un de convaincu. Et c'est en ce sens que je me présente devant la population, singulièrement de la 2e circonscription, pour dire que je suis avec tous ceux qui souffrent, mais de tout cœur. Et je ne le dis pas comme ça derrière le micro. J'ai déjà eu l'occasion de le faire sur le terrain. Et donc, je vous le demande. Je demande à la population de me faire confiance à moi, Michel Maxot, qui suis depuis tantôt, qui suis à leur côté. Comme mon slogan, c'est pour l'espoir et la justice sociale, je dis tout en vous faisant entendre ce slogan, parce que je trouve qu'actuellement, nous vivons des choses qui sont extrêmement difficiles. Il est important d'envoyer des personnes qui ne vont pas se laisser racheter par X ou par Z, mais des personnes qui, en toute confiance, eh bien, vont porter leur cœur à l'ouvrage. Et c'est ce que moi, je voudrais faire si vous m'accordez la possibilité d'aller vous défendre au niveau de l'Assemblée nationale. Ben, je remercie d'avance la population de la 2e circonscription. Merci à vous. Voilà, c'est à vous, Madame Plantier. Oui. Mes chers compatriotes, avec ma suppléante Caroline Pisane, nous souhaitons travailler pour l'avenir de la Guadeloupe, dans l'unité de ses concitoyens, pas de division, pas de largage, pas de sirènes trompeuses de l'autonomie qui mèneront vers une indépendance et vers surtout un défaussement des responsabilités de la nation envers ces Guadeloupéens. Nous luttons pour préserver notre avenir. Nous vous demandons de nous faire confiance le 11 juin et le 18 juin prochain, parce que nous sommes 2 femmes qui sommes investies dans nos carrières professionnelles, dans nos carrières familiales. Nous avons des amis, nous sommes en lien, en contact avec la population. Nous luttons pour développer une autonomie alimentaire réelle. Ça fait en lien avec Maxette Pierre-Bacas qui, en tant que députée européenne, vote les dispositifs, fait abonder les fonds à nos collectivités locales. Il y a des choses très simples à faire. Effectivement, ma présidente collègue a parlé de la qualité de notre biodiversité. On pourrait aussi parler de la pharmacopée, de l'intense potentiel de notre pharmacopée. Des filières d'excellence étaient déjà en chantier au début des années 2000 avec la législature Michaud-Chevry, et tout ça est resté en sommeil. Vous avez besoin de gens courageux, vous avez besoin d'une députée pugnace, vous avez besoin d'une députée qui n'a pas peur de mettre les mains dans le cambouis et qui n'a jamais vu son avenir à l'aune du prix qu'on pouvait lui accorder. Votez pour nous au 11 juin prochain. Nous souhaitons prendre soin de vous. Merci à vous. Voilà, merci à vous d'être venus sur ce plateau. Vous aurez à cœur de convaincre sur le terrain. Et puis, nous nous retrouverons lors de la soirée électorale. Et nous verrons bien ce que la population de la 2e circonscription aura décidé. Excellente soirée à vous qui nous regardez à la maison.